Bonjour à tous et à toutes, vous êtes chauds? Merci de me rejoindre pour le dernier talk de la matinée, vous devez mourir de faim. Alors on va aller vite, aujourd'hui on va parler d'Eval. Alors on ne va pas parler d'Eval celui-là, parce que je n'aurais pas grand-chose à vous en dire, à part ne l'utilisez pas. Non, on va parler d'Eval dans le cadre de l'IA générative. D'ailleurs, petite question, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà développer des applications qui utilisent de l'IA générative et qui l'ont mis en production? Un petit 10%, c'est intéressant. Pour les autres, je vous propose une petite mise en situation, une belle histoire comme on les aime dans la Nancy Silicon Valley. Oui, moi je viens de Nancy. Alors il était une fois un jeune entrepreneur, visionnaire, ambitieux, on va l'appeler Kevin. Kevin se sent investi d'une mission quasi messianique, proposer à des jeunes actifs urbains des recettes de cuisine simples et délicieuses juste en prenant une photo de leur frigo. Bon alors, pour construire ce service, c'est pas très compliqué. Kevin il va utiliser un outil de vibe coding. Ici, c'est v0.dev, mais ça pourrait être Lovable, ça pourrait être Claude Code. Et le tour est joué en 2 coups de cuillère à peau. Le résultat, c'est une appli mobile qui va utiliser une API, elle-même basée sur un large language model. Alors je vais utiliser LLM pendant mon talk. Et ce LLM va détecter les ingrédients dans la photo du frigo, et puis un deuxième LLM qui va, à partir des ingrédients, générer une recette de cuisine. Alors je sais, il n'y a pas de PHP sur ce slide, mais dites-vous que Kevin, il n'y connaît rien, et il a fait confiance à ses outils pour choisir un langage qui est à la fois lisible et performant. En tout cas, la preuve de concept, elle prend 1 heure ou 2, le déploiement en quelques minutes, et en moins d'une demi-journée, ça marche. Recipe Finder, c'est son nom, arrive directement dans le top 5 des stores Apple et Android. Et Kevin est libéré de la partie technique et peut maintenant se consacrer à la partie la plus intéressante de son travail, qui est lever des fonds et devenir riche. C'est là que l'histoire devient un petit peu moins belle. Un jour, Kevin reçoit un coup de fil de la gendarmerie nationale. En fait, une personne s'est intoxiquée en mangeant une recette conseillée par Recipe Finder. Et dans ce cas précis, l'IA a cru reconnaître une limace sur la photo prise par l'utilisateur. Ça ne l'a pas dérangé parce qu'elle a été entraînée sur toutes des archives de livres piratés, notamment toute la série des Harry Potter. Et donc, elle s'est dit, pas de problème, je vais proposer une petite recette de cuisine façon Severus Rogue. Du coup, Kevin est maintenant accusé de tentative d'empoisonnement. Vous imaginez le bad buzz, les investisseurs s'en vont, il doit licencier tout le monde et il est obligé d'acheter un nouveau profil LinkedIn. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas de bug dans l'application. L'application était bien codée, tout se passait bien. Bon, donc, manifestement, il y a quand même quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Cette histoire, évidemment, c'est une fiction, personne n'est mort, mais vous avez sans doute déjà rencontré d'autres agents intelligents qui font des bourdes un peu grossières comme celle-là. Qu'est-ce qui fait qu'au bilan, on n'arrive que très rarement à un taux de fiabilité satisfaisant avec des applications à base d'IA, alors que tout le monde n'arrête pas de nous répéter que les LLM sont vraiment super puissants. L'explication, c'est qu'il ne faut pas considérer des agents comme des programmes. Parce que d'abord, un LLM, ça ne se contrôle pas avec du code, mais avec des instructions en langage naturel. Ça laisse une marge d'interprétation. On rajoute aussi plein de paramètres. Un autre aspect important, c'est le hasard, qui est nécessaire pour qu'il y ait à la fois un certain niveau de créativité et de généralisation. Ça signifie que le traitement d'une même entrée ne donnera pas nécessairement la même sortie. Et puis, une application à base de LLM, elle accepte des entrées beaucoup plus variées qu'un programme habituel, typiquement une photo de frigo. C'est impossible de prévoir tous les cas. Tout ça explique bien que si ça marche une fois, ça ne veut pas dire que ça va marcher à chaque fois. Le résultat d'un agent est par nature imprévisible. D'où cette question, comment faire pour que ça marche tout le temps? Alors, je vais vous décevoir, mais on ne peut pas le garantir. On peut améliorer au mieux le taux de fiabilité d'un agent. Il y aura toujours des cas où il se plantera. Et pour ça, il va falloir évaluer sa performance sur plein de cas et détecter les cas où il se plante. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est de ça dont on va parler. Alors, la technique, je vous la livre en un slide. Elle est simple, mais relativement surprenante. Pour qu'un agent fonctionne bien, il faut qu'il ait le bon paramétrage. Mais il y a beaucoup de paramétrages possibles. Donc comment est-ce qu'on trouve le meilleur? Eh bien, on les teste tous. C'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire tester? Est-ce qu'il faut regarder tous les résultats de tous les paramétrages à la main? Non. Évidemment, ça serait trop long. Donc pour ça, on va utiliser une autre IA
spécialisée dans l'évaluation des résultats. Et cette IA-là, comment on est sûr qu'elle fonctionne bien? Oui, bon là, on n'a pas le choix, il faut un humain dans la boucle qui devra coacher l'IA d'évaluation. Voilà, ça c'est le processus classique d'industrialisation d'un agent à base de l'LM. Si vous devez retenir qu'un seul slide, c'est celui-ci. Alors on va regarder un peu plus en détail ce processus et notamment on va reparler de cette histoire de paramétrage. L'élément fondamental du paramétrage pour un agent, c'est son prompt. Le prompt, c'est là où on combine le problème qui est posé par l'utilisateur avec des instructions pour le résoudre. Et ce n'est pas facile d'écrire un bon prompt. Il faut être précis, il faut donner du contexte, il faut éventuellement fournir des exemples, mettre des cas limites. Ce n'est pas une science exacte, donc pour trouver le bon, il faut en essayer pas mal. Et une fois qu'on a le bon prompt, eh ben, on est loin d'être rendu. En fait, il y a tout un tas d'autres paramètres qu'on peut faire varier dans un agent en plus du prompt. Par exemple, le modèle de LLM, sa taille, sa température, les outils, la quantisation, la détection des cas limites. Et je ne parle même pas des cas de RAG, de fine-tuning ou d'entraînement. Donc même avec un prompt béton, il suffit de se tromper sur l'un ou l'autre de ces paramètres pour que l'agent se plante misérablement sur un cas particulier. Et pour chaque paramètre, il y a beaucoup de valeurs possibles. Rien que pour déterminer la meilleure combinaison de modèles et de taille de LLM parmi les vendeurs les plus courants, je dois déjà considérer une trentaine de choix. Et donc si je considère toutes les valeurs possibles pour tous les paramètres, imaginez une matrice à plein de dimensions qui arrive facilement à des milliers de cas possibles. Quel est le meilleur paramétrage pour Recipe Finder? Impossible à dire a priori. La seule manière de le déterminer, c'est de les tester tous et de choisir le meilleur. Et oui, donc en IA, on fait de la brute force. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire la meilleure configuration? Comment est-ce qu'on évalue la qualité d'un programme à base d'IA? Alors, vous avez peut-être entendu parler des benchmarks. Ceux qui fabriquent des LLM, ils utilisent ces outils comme MMLU, Human Eval, IME, il y en a plein en fait. En gros, c'est des séries de questions qu'on pose à un modèle et on compare sa réponse avec la bonne réponse. Et le pourcentage de réponse exacte donnera le score du modèle. Sauf que ces benchmarks ils servent à mesurer des capacités générales, pas une compétence précise comme pour Recipe Finder. Et en plus, les fabricants de LLM, ils sont malins, ils commencent à connaître les benchmarks et à entraîner leur modèle dessus, ce qui fait qu'ils sont de moins en moins fiables. Excusez-moi, je bois un petit coup d'eau. Un bon système de notation pour un agent, il doit être en rapport avec le service qu'on attend de lui. Ça passe par des métriques comme l'utilité, le nombre d'hallucinations, le format de sortie, la dangerosité des contenus produits. Et c'est des critères qui sont difficiles à positionner sur une échelle absolue. C'est combien une bonne pertinence? C'est quoi un bon temps de réponse pour une application qui fait gagner 1 heure de course? Et puis en imaginant qu'on arrive à noter tous ces aspects, on ne pourra jamais obtenir 20 sur 20 partout. Parce que par exemple, pour améliorer la pertinence, il va falloir prendre un modèle plus gros, qui va donc nous coûter plus cher, qui va avoir un temps de réponse plus lent. Donc en gros, le meilleur agent, c'est celui qui arrive au meilleur compromis. Et ce compromis, il est différent pour chaque produit. On pourrait le représenter comme une combinaison linéaire de toutes les métriques pertinentes de l'agent. Alors, c'est quoi les valeurs A, B, C, D, E, F pour Recipe Finder? Ça, c'est celui qui fabrique l'agent de le décider. C'est lui qui va équilibrer ses contraintes. Mais au moins, si vous arrivez à écrire une formule comme celle-là, vous avez un score unique, et donc vous pouvez classer tous les paramétrages possibles sur une échelle absolue. Voilà, problème résolu. Enfin, non, pas vraiment, parce que pour mesurer ce score, il faut mesurer ses composantes. Et certaines sont vraiment pas faciles à mesurer. Prenez la deuxième, la pertinence. Là. Comment est-ce qu'on mesure la pertinence? Il y a plein de recettes, mais un des meilleurs à ce jeu-là, c'est Google, qui a développé un algorithme de mesure de la pertinence que vous connaissez sans doute, qui s'appelle le PageRank, qui est basé, grosso modo, sur le nombre de liens qui pointent sur une page web. C'est comme ça d'ailleurs qu'il détermine que l'un des meilleurs articles pour apprendre à mesurer la pertinence d'une IA, c'est celui qui a servi de base à cette conférence. Alors ça a l'air simple comme algorithme, le PageRank, sauf qu'il faut indexer tous les sites de l'Internet pour le mesurer et que les entreprises spécialisées dans les SEO s'amusent à pervertir un peu le système et à créer un jeu de chat et de la souris. Donc, bref, mesurer la pertinence, ce n'est pas un problème résolu.
Et puis la pertinence d'un agent de type Recipe Finder, c'est aussi une métrique complexe qu'on peut décomposer en sous-critères plus précis. C'est des critères qu'on va découvrir souvent pendant les tests. On trouve un contenu généré qui n'est pas conforme, comme celui avec la limace par exemple, et on ajoute une condition pour éviter ce genre de cas à l'avenir. Et comme je vous l'ai dit, il faut évaluer l'ensemble des paramétrages possibles avec cette métrique. Et il y en a des milliers. Donc évidemment, on ne va pas le faire à la main. En pratique, on confie ce travail à un LLM. On lui demande d'analyser les réponses selon des critères sémantiques, on inclut des exemples, et puis on attend une note. On appelle ça des Model Graded Metrics. Et pour Recipe Finder, ça consiste à faire analyser la qualité des recettes générées par, on va dire, une sorte de Philippe Etchebest virtuel, quoi. Mais ce juge électronique, il va bien falloir s'assurer au préalable qu'il marche correctement, et donc là, pas moyen d'y échapper, il faut un vrai expert du domaine, un vrai Philippe Etchebest, pour tester le bon goût du juge électronique. Pas besoin d'un échantillon gigantesque, quelques dizaines de cas de tests suffiront, puis de toute façon, il ne voudra pas en manger plus. Je me rends compte que j'ai oublié un point important, c'est l'aspect statistique de la mesure. On l'a vu, un agent il peut produire un bon résultat dans un cas et un mauvais dans un autre. On ne peut pas garantir qu'il ne produira pas un jour une bêtise. Ce qu'on va mesurer, c'est donc pas la moyenne du score, ça cacherait les cas où l'IA se plante. On va mesurer un quantile, comme le 95e percentile. Alors là, je fais appel à vos souvenirs de cours de statistique. C'est pas très compliqué. Vous générez 100 recettes, vous les classez, vous évaluez leur pertinence, vous les classez par pertinence, de la meilleure qui a peut-être 10 sur 10 à la moins bonne qui a 0 sur 10, et vous prenez la 95e. Et vous regardez son score, par exemple, 2. Et bien 2, c'est le plus mauvais score au 95e percentile. Et c'est ce score-là qu'on va essayer de faire grandir. Ça veut dire qu'il faut que la pertinence soit bonne, non pas en moyenne, mais dans la plupart des cas. Et donc, pour que la mesure d'un percentile soit significative, il faut un gros volume de données. Et dans le cas d'une application comme Recipe Finder, il va falloir des milliers, voire des dizaines de milliers de photos de frigo et de recettes à générer. La diversité, la représentativité sont vraiment importantes. Au passage, depuis que j'ai demandé à Google de me donner des photos de frigo moches, il n'arrête pas de me proposer d'acheter un nouveau frigo. C'est encore une preuve que l'IA n'est pas toujours bien évaluée parce que je n'ai pas besoin d'un nouveau frigo, j'ai besoin d'un nouveau Google avec moins de pub. Voilà, pour résumer, la recette pour produire un agent de qualité, exprimée en quelques étapes simples, on appelle ça l'éval. C'est un ensemble de procédés et d'outils qui sont dédiés à l'évaluation des modèles et des agents. Et c'est un processus itératif, parce qu'à chaque fois que vous arriverez à un meilleur score, vous allez découvrir des nouveaux cas limites, et il faudra modifier le paramétrage et réévaluer à nouveau. Cette recette, ma société l'a mise en application pour Quant, le moteur de recherche français qui respecte votre vie privée. Quant avait développé un prototype d'agent qui génère une réponse pour chaque requête utilisateur. C'est le bloc que vous voyez à droite. Cet agent utilise les 10 liens bleus de la page de résultats de recherche pour produire une synthèse intelligente, ce qui fait qu'en fonction des résultats, la réponse est plus ou moins pertinente, comme sur cet exemple qui décrit ma société comme une boutique de lingerie fine. Pas encore. Et donc Quant nous a demandé d'industrialiser ce prototype et donc de trouver le meilleur compromis de pertinence, de format, de qualité, de coût, de temps de réponse. Et on a appliqué exactement la recette que je viens de vous exposer. Et le résultat, c'est que l'argent il marche aujourd'hui beaucoup mieux. Sur la même requête sur le nom de ma société, Quant dit maintenant des choses très justes. On est un studio d'innovation, on est à Nancy, on fait beaucoup de JavaScript, on travaille pour des clients prestigieux comme Arte, Accor, tout ça. On est très investi dans la sobriété numérique et on recrute des développeurs full stack pour rejoindre notre équipe à taille humaine. Bon, j'aurais pas dit mieux, c'est vraiment, il a fait du bon boulot. Bref, je vous ai parlé de méthodologie, mais concrètement, comment on fait ? Concrètement, on va utiliser des outils d'éval. Et comme l'éval elle s'est développée en même temps que les LLM eux-mêmes, on trouve beaucoup de ces outils et c'est plus simple que ça en a l'air. C'est soit des librairies que vous devrez utiliser via du code, c'est souvent du Python, et qu'il faudra exécuter sur vos propres serveurs, soit des plateformes qui sont conçues pour évaluer un agent en ligne. Et là, pour le coup, il faudra payer le coût du service. Les librairies que je vous ai citées proposent plein de fonctions toutes faites pour mesurer la précision, la similarité sémantique, l'adhérence aux consignes, ou comme ici, la précision factuelle. C'est des fonctions qui produisent un score que vous devrez ensuite agréger pour calculer la performance de votre agent. Et si vous ne trouvez pas la métrique qui vous convient, eh ben, vous pouvez toujours la créer
via un prompt, comme ici une métrique binaire qui va vérifier qu'une recette ne contient que les ingrédients issus du frigo, à l'exception des ingrédients qu'on trouve en dehors du frigo, comme du sel, de l'huile ou du riz. Et au-delà des Model Graded Metrics, les librairies que je vous ai citées proposent d'autres métriques qui sont algorithmiques et qui restent utiles pour mesurer la performance d'un agent, par exemple le temps de réponse, la détection d'un mot-clé, etc., etc. Quand vous devrez lancer une mesure sur un jeu de test, l'écosystème Python est quand même bien placé pour ça. Il vous donnera tout ce qu'il faut, que ce soit pour charger un dataset, pour calculer un percentile. Là, c'est vraiment lancer un jeu de test avec des métriques et tout calculer, ça prend 5 lignes. Et si vous ne savez pas le faire, demandez au LLM, il le fera pour vous. Pour finir, je voudrais vous partager quelques retours d'expérience sous forme de conseils pratiques, parce que en faisant beaucoup d'éval, on a découvert tout un tas d'astuces. D'abord, vous allez devoir tester beaucoup de combinaisons d'implémentations différentes, plusieurs paramétrages. Et je vous conseille d'utiliser le pattern stratégie pour que vous puissiez sélectionner une implémentation au runtime sans avoir besoin de re-shipper une nouvelle version du code. Et vous gagnerez vraiment beaucoup de temps. Vous pourrez tenter de suivre plein de métriques. Ça risque de vous disperser. Concentrez-vous sur les 4-5 métriques les plus importantes pour votre agent. Et puis, une fois que vous avez optimisé celle-là, vous pourrez commencer à regarder les autres. Vos métriques, d'ailleurs, au début, elles ne vont pas marcher. Il faut les tester sur un petit jeu de données avant de les faire tourner sur des milliers de cas et de vous apercevoir qu'elles ne donnent rien. Et puis, à chaque test, conservez tout. Conservez la configuration de l'agent, le jeu de test que vous avez utilisé, les résultats. Mettez tout ça dans une base de données que vous pourrez requêter. Ça pourra vous servir pour analyser notamment les cas où l'agent se plante. Et c'est grâce à ces cas-là que vous pourrez l'améliorer et comprendre les problèmes de configuration. Faites attention à l'écart type des métriques. Encore une notion de statistique, mais si jamais vous avez des variations qui ne sont pas significatives, ce n'est pas la peine de vous en inquiéter. C'est un travail assez technique et assez long. Il faudra rendre compte auprès des parties prenantes, donc utiliser des graphiques, utiliser des tableaux de bord pour représenter l'évolution des performances de votre agent dans le temps. Ça évitera qu'on vienne frapper à votre porte tout le temps en disant t'en es où? Une des premières questions qu'on a dans l'optimisation, le paramétrage d'un LLM, c'est quel modèle on doit utiliser. Eh bien, choisissez le meilleur. Commencez avec le plus cher, celui qui va vous donner une espèce de baseline de performance. Et puis ensuite, descendez en termes de performance jusqu'à ce que vous arriviez à un minimum qui vous permettra quand même d'optimiser vos coûts et vos délais de réponse. Et une fois en production, les utilisateurs vont vous soumettre tout un tas de nouveaux cas, dont certains sur lesquels l'agent va se planter. Vous voudrez sans doute les intégrer dans votre jeu de test. Et pour ça, il faudra impérativement surveiller les performances en conditions réelles. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Vous avez probablement oublié tout ce que j'ai dit 2 slides plus tôt. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? D'abord, on pourrait penser qu'il suffit de mettre un gros LLM avec un gros prompt et ça va marcher. C'est en pratique pas la meilleure des recettes. Et il n'y a pas de recette, c'est ça la vérité. C'est qu'il va falloir tester plein de configurations et pour ça, il faudra les évaluer. Si vous pensez que vous pouvez vous affranchir de cette étape d'industrialisation, vous allez avoir des problèmes en production. Ce n'est pas un processus compliqué. Ce que je vous ai décrit là, vous êtes tous capables de le mettre en œuvre. C'est juste très long parce que il faut tester sur des gros volumes de données pendant plein d'itérations. Il faudra commencer, comme dans toutes les tâches de data science, parce qu'en fait c'est de la data science, par constituer un gros volume de données. Donc je vous donnais l'exemple des photos de frigo, mais en fonction de l'agent ça peut être autre chose. Comme on est sur des entrées et des sorties qui sont probabilistes, floues, on devra passer par des métriques qui sont des LLM elles-mêmes. Donc ça coûte de l'argent, l'air de rien. Et c'est pas très difficile parce qu'il y a plein d'outils sur étagère qui permettent de le faire. Et le retour que moi j'ai des développeurs qui ont fait ce processus d'évaluation, c'est que ouais, c'est pas très compliqué, mais c'est pas très passionnant non plus. C'est vraiment un boulot de data scientist. Je vous laisse juge. Je terminerai par une petite devinette. Un athlète court le 110 mètres haies. Pour chacune des 10 haies,
il a 10% de chance de tomber. Quelle chance a-t-il d'arriver indemne à l'arrivée? Levez la main si vous pensez 90%. OK. Dans les 50%? Moins de 50%? 0%? Il y a des gens qui n'ont pas levé la main. Bon, le calcul n'est pas très compliqué. En fait, l'athlète, il a 90% de chances de passer la première, 90% de chances de passer la seconde, etc. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier 0,9 par 0,9 10 fois. Et le résultat, c'est que l'athlète, il n'a que 34% d'arriver au bout. Pourquoi je vous parle d'athlétisme? Parce que l'ingénierie des agents, ça consiste à faire collaborer des tas d'IA, y compris pour les VAL, et chacune de ces IA a une chance non négligeable de se planter. Si bien qu'en multipliant les IA, on arrive très rapidement à un pourcentage de succès assez faible. Ce que ça veut dire, c'est que si vous fabriquez une application à base d'agents, ça ne marchera pas du premier coup. Il faudra insister, réessayer encore. Voilà, bon courage.